Comme beaucoup de surfeurs avant lui, Jay Moriarty semblait né pour dompter les vagues. Contrairement à certains héros morts en pratiquant leur sport, Jay était promis à une autre tombe aquatique, différente et terrifiante. La foule regardait les vagues avancer vers le rivage, imposantes et impitoyables, leurs crêtes montrant la force de l'océan. Au sommet de ces montagnes d'eau et de vent déchaînés, un surfeur mince et concentré surfait, main tendue sur la planche de surf. Alors que la vague se brisait, Jay Moriarty s'accrochait de toutes ses forces, englouti, minuscule face à la fureur de la nature. Les spectateurs retenèrent leur souffle, les yeux fixés sur l'endroit où il avait disparu. Des secondes, lourdes d'anticipation, s'écoulèrent jusqu'à ce que, contre toute attente, Jay ressorte du chaos, chevauchant la fin de la vague, victorieux face à une force qui avait englouti des surfeurs bien plus expérimentés. La foule éclata en acclamations, leur soulagement était palpable, tandis que Jay, indemne, se préparait à affronter la prochaine vague avec la même sérénité courageuse. C'est ici que Jay se sentait le plus vivant, au bord du monde, dansant au bord de l'abîme. Les vagues étaient en sa seconde maison et il était né pour dominer l'eau, jusqu'à ce jour fatidique en 2001, lorsqu'une catastrophe choquante qui n'impliquait même pas sa planche de surf allait raconter une toute autre histoire. Par un jour qui avait commencé comme les autres, l'étreinte de l'océan allait passer d'amis à ennemis. Que s'est-il passé lors de ces derniers instants ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la vie et la mort tragique de Jay Moriarty, une âme dont la quête de la vague ultime l'a mené du sommet des vagues les plus redoutables du monde jusqu'aux profondeurs sereines et insondables en dessous. Dès ses débuts hésitants sur une planche à Santa Cruz, Californie, Jay Moriarty était promis à la grandeur dans le surf. À 9 ans à Seaway Peak, l'excitation que Jay a ressentie en surfant une vague a orienté toute sa vie. Dans sa brève vie, Jay a vécu avec une bravoure, une aventure et un esprit de surf que beaucoup n'imaginent que. Ceux qui connaissaient Jay parlent avec admiration de sa détermination et de son habileté sur une planche de surf. Il parlait de sa nature décontractée et de son sourire amical et il reconnaissait de sa passion pour affronter d'énormes vagues, en particulier à Mavericks, un célèbre spot de surf en eau froide au large de Pillar Point, à Half Moon Bay. Mavericks était réputé pour ses conditions extrêmes, inaccessibles aux timides. Le spot de surf est alimenté par un courant d'eau froide d'Alaska créant d'énormes vagues. Ces vagues, qui pouvaient atteindre jusqu'à 9 mètres de haut, avaient une réputation redoutable. Tomber dans ces vagues est si violent que cela peut arracher et retourner la combinaison d'un surfeur, voire le noyer. Les vagues de Maverick ont déjà coûté des vies, dont celle du célèbre surfeur Mark Fu, noyé en décembre 1994 en tentant de les dompter. Pour Jay pourtant, l'attrait de dompter ces murs d'eau féroce touchait à son essence même. Adolescent mince, il décida. Il allait surfer à Mavericks. Mais il ne voulait pas surfer seul. Jay trouva le mentor parfait pour l'accompagner. Rick Frosty Essen, instructeur expérimenté et ami de Jay. À partir de 13 ans, Jay Moriarty s'est associé à Rick Frosty Essen pour une aventure intense afin d'affronter Mavericks et ses vagues monstrueuses. Frosty, 45 ans, connaissait la mer comme sa poche et avait un plan pour préparer Jay non seulement physiquement mais aussi mentalement et spirituellement. Leur entraînement était intense. Frosty poussait Jay à réfléchir sur sa passion du surf par des dissertations et des exercices de maths pour améliorer sa résolution de problèmes. Il fallait devenir à la fois fort et intelligent. Rick pensait que comprendre les vagues ne suffisait pas. Jay devait réfléchir rapidement comme s'il résolvait des énigmes pour tromper l'océan. Si seulement Frosty avait su que le jour viendrait bientôt où son protégé ne pourrait pas déjouer la puissance impitoyable de la nature. Frosty cherchait à former un surfeur apte à réagir vite sur une vague géante. Le vrai défi était dans l'eau. Jay a nagé des kilomètres en mer, repoussant toujours ses limites. En pagayant des heures dans la baie de Monterey, il s'est habitué au froid, au courant et à la force de l'océan. Frosty s'en est assuré. Il voulait que Jay connaisse vraiment les Mavericks, pas seulement qu'il y surfe. Rick a aussi entraîné Jay à visualiser ses sessions sur les vagues géantes de Mavericks. Rick lui a appris à se voir en train de surfer les vagues,
à sentir l'eau sous lui et à maîtriser la vague dans son esprit avant même de la toucher dans la réalité. Le défi mental, aussi dur que le physique, a poussé Jay à affronter ses peurs et à rêver grand. À 15 ans, Jay était prêt. Le garçon, autrefois hésitant sur une planche de surf, était devenu un surfeur prêt à affronter les plus grosses vagues. Il a rejoint la scène du surf de grosses vagues avec les connaissances, compétences et l'esprit acquis lors de sa préparation rigoureuse. La première vague de Jay Moriarty à Mavericks ressemblait à un conte de fées, avec une vague géante qui atteignait entre 15 et 18 pieds de haut. Pour Jay, c'était aussi impressionnant que gravir l'Everest ou gagner l'or olympique. Après 2 ans d'entraînement intensif, attraper cette vague était un rêve devenu réalité pour lui. « Tu ne peux pas vraiment l'expliquer », a-t-il partagé après ce jour-là. « Tu as juste envie de crier fort, c'est la meilleure sensation au monde. » Mais le moment le plus inoubliable pour Jay à Mavericks restait encore à venir. 8 mois plus tard à peine, juste avant l'effervescence des fêtes. Par un matin frais du 19 décembre 1994, Jay chargea le pick-up de sa mère avec ses 2 grandes planches de surf et prit la route pour Mavericks. Quand il est arrivé, l'ambiance était électrique, avec des photographes et d'autres surfeurs, tous excités par les grosses vagues. La mer était déchaînée, produisant des vagues semblables à des monstres surgissant des profondeurs. Jay, intrépide et concentré, a pagayé vigoureusement vers une vague immense qui se distinguait des autres. C'était le moment pour lequel il s'était entraîné. Le vent hurlait ce jour-là, rendant difficile de rester sur la planche. Jay savait qu'il devait s'accroupir pour y faire face. Au moment où Jay atteignait le sommet de la vague, l'inattendu s'est produit. Une rafale soudaine l'a surpris alors qu'il allait descendre. En un instant, Jay fut soulevé de la vague et projeté dans les airs par la force du vent, sans surfer. La chute de Jay évoquait une scène de film. Il est tombé de 12 mètres, une chute vertigineuse du ciel à la mer. C'était un moment d'adrénaline pure, une épreuve du courage de Jay face à la puissance de l'océan. Quand il a touché l'eau, un fracas a résonné dans l'air. Pourtant, Jay, robuste, est sorti des vagues indemnes. Cette chute, connue sous le nom de croix de fer à cause de la façon dont les bras de Jay se sont écartés pendant sa chute, est devenue légendaire. Cette chute spectaculaire, immortalisée par Bob Barber, est devenue iconique en couverture du Surfer de mai 1995, illustrant au monde les risques extrêmes et l'exaltation du surf de grosses vagues. Malgré le tourbillon médiatique et la célébrité soudaine, Jay est resté humble. Il a continué à surfer avec la même passion et dévotion qu'il avait depuis l'enfance. Sa carrière commençait tout juste à décoller et Jay avait bien l'intention de surfer sur cette vague. Au fil des années, il est devenu une étoile montante dans le monde du surf, bien parti pour atteindre le statut de légende du surf. Mais le destin en avait décidé autrement pour Jay Moriarty. Le vendredi 15 juin 2000, un Moriarty se trouvait à Loifushi, une petite station balnéaire au large des Maldives dans l'océan Indien, pour une séance photo. À l'opposé de l'adrénaline à Mavericks, Jay a choisi d'explorer l'océan autrement. Il a choisi l'apnée, qui lui permettait d'explorer les profondeurs avec une seule inspiration, entraînant son corps et son esprit pour les vagues qu'il aimait tant. De nombreux surfeurs intègrent désormais l'apnée à leur entraînement aquatique. En s'entraînant à retenir leur souffle, les surfeurs augmentent leur capacité pulmonaire et gèrent mieux les chutes. L'apnée aide les surfeurs à se sentir beaucoup plus à l'aise sous l'eau. En plongeant plusieurs fois entre 15 et 30 pieds dans l'eau froide, les surfeurs s'habituent à la pression et apprennent à rester calmes même sous des vagues puissantes. Cela leur permet de conserver plus d'oxygène et de ne pas paniquer lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Descendre et remonter plusieurs fois jusqu'au fond marin renforce la ceinture abdominale et la confiance dans l'océan. Même sans palme, l'apnée développe des jambes puissantes et un tronc solide utile pour manœuvrer les planches de surf. Ce matin-là, en 2001, alors que le soleil baignait l'océan Indien d'une lumière chaleureuse, Jay partit seul, laissant sa planche de surf derrière lui pour un masque et un tuba. Les heures s'en passèrent et l'absence de Jay au déjeuner n'a pas immédiatement suscité d'inquiétude. Il était courant que des athlètes comme Jay passent de longues périodes dans l'eau, dans un cadre aussi paisible. Mais quand la journée passa et que Jay manqua le dîner, l'inquiétude monta. Il n'avait pas l'habitude de ne pas informer de ses plans ou de sa localisation, surtout à Loifushi.
l'atmosphère passa vite d'une légère préoccupation à une alerte urgente. L'obscurité enveloppait l'île, un groupe de recherche fut organisé. Les amis, les autres surfeurs et le personnel du complexe se sont rassemblés fouillant la côte et l'eau à la recherche du moindre signe de Jay. La recherche dura toute la nuit, guidée par les étoiles et la lueur lunaire. La situation devenait de plus en plus critique à mesure que les heures passaient. Jay, connu pour sa force, son habileté et son profond respect pour la puissance de l'océan, restait introuvable. Finalement, au cœur de la nuit, les pires craintes de l'équipe de recherche se sont réalisées. Le corps de Jay a été retrouvé au fond de l'océan, près de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois partant plonger. Cette découverte a bouleversé tous les participants aux recherches et la nouvelle s'est vite répandue dans la communauté insulaire et au-delà. Mais que s'était-il passé ? Dans le surf, où Jay Moriarty était une icône, beaucoup pensaient qu'il connaîtrait une fin prématurée dans une vague, comme Mark Fu en 1995. Jay a finalement trouvé la mort à des milliers de kilomètres des eaux froides de Mavericks, dans un contexte bien différent des moments à haute adrénaline qui faisaient sa renommée. Les détails exacts de sa disparition restent flous, mais tout ce qui entoure la mort de Jay pointe vers une syncope en eau peu profonde, un phénomène qui peut survenir en apnée lorsque le plongeur perd connaissance à cause d'un manque d'oxygène au cerveau. Cette condition est silencieuse et imprévisible, pouvant toucher même les plongeurs les plus expérimentés. Les plongeurs repoussent de souvent leurs limites, essayant de rester sous l'eau plus longtemps ou de plonger plus profondément, et le risque de syncope augmente à chaque tentative. Le corps nécessaire désespéré d'oxygène peut soudainement s'arrêter, laissant le plongeur impuissant à se sauver lui-même. La syncope en eau peu profonde est trompeuse, pouvant survenir à faible profondeur, là où on croit être à l'abri des risques de la plongée profonde. Jay avait été vu plonger le long d'une corde de bouée jusqu'à environ 10 mètres, une profondeur habituellement sans risque extrême. C'est ici, dans ce monde sous-marin paisible, qu'il s'est probablement retrouvé victime d'une syncope, loin des vagues déferlantes et le pied de la foule en liesse des Mavericks. Un apnéiste comme Jay resterait conscient sous l'eau, mais un changement soudain de pression, d'oxygène ou une accumulation de dioxyde de carbone provoquerait une perte de connaissance immédiate. Cela provoquerait une inspiration involontaire, faisant entrer de l'eau dans ses voies respiratoires avant qu'il n'atteigne la surface ou de l'aide. Évanoui, Jay aurait alors rempli ses voies respiratoires d'eau. Sous l'eau, le cœur continue de battre faiblement pendant 1 à 2 minutes, faisant circuler du sang appauvri en oxygène vers le cerveau et d'autres organes vitaux avant de finir par s'arrêter. Même durant cette brève période avant l'arrêt du cœur, le risque s'accroît car le cerveau manque d'oxygène. Les dommages cérébraux s'accumulent rapidement. De plus, le réflexe des voies respiratoires étant compromis, plus d'eau peut être inhalée dans les poumons au lieu d'être bloquée. Si l'apnéiste inconscient reste immergé, le manque d'oxygène mène inévitablement à une asphyxie totale. Le cœur s'arrête en 4 à 6 minutes. La réanimation cardio-pulmonaire a peu de chances de réussir si elle débute trop tard, après l'installation de l'asphyxie totale, causant des lésions cérébrales irréversibles puis la mort. En raison du risque de perte de connaissance, les plongeurs nagent souvent par deux, appelés binômes, avec l'accord de s'entraider en cas d'urgence. Mais Jay était seul. Avec un binôme, son partenaire aurait sans doute remarqué sa longue absence en surface. Peut-être. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est le choc et la confusion qui ont dévasté la communauté soudée des surfeurs de Santa Cruz lorsque la nouvelle s'est répandue. Dans une communauté rarement frappée par la tragédie, la mort de Jay était inédite. Les surfeurs californiens étaient de stupéfaits. Les proches de Jay étaient de stupéfaits par ce qu'ils entendaient et lisaient. Moriarty est mort la veille de ses 23 ans. Il a laissé derrière lui sa femme, Kim Moriarty, sa mère, Christy, son père, Doug, sa sœur, Daniela, son frère, Sean, ainsi que 5 neveux et nièces. Un concours annuel de paddleboard rend hommage à Moriarty. La G-Race, course de paddleboard Jay Moriarty, a lieu à Capitola. Après sa mort, une cérémonie commémorative a été organisée pour lui à Pleasure Point. Toute la famille de Jay, ses amis, sa femme Kim et son mentor, Frosty, étaient présents. Depuis la disparition de Jay Moriarty, son esprit inspire toujours les surfeurs du monde entier. Sa passion pour le surf et l'océan inspire et guide toujours les nouveaux surfeurs.
Jay est parti trop tôt, mais son histoire et son amour pour le surf continuent d'inspirer tous ceux qui osent affronter les grosses vagues. D'adolescent tremblant à surfeur, confiant, il a montré ce que cela signifie d'affronter l'océan avec courage et joie. Dans le monde du surf, le nom de Jay nous rappellera toujours de poursuivre nos rêves de tout notre cœur, tout comme il l'a fait.